Carré Lyon en plateau, sociologue, chercheur à l'université Paris-Nanterre. Et puis Guillaume Villadier, vous êtes en direct de la Concorde. Guillaume Villadier avec Clément Aline. Guillaume, du monde converge depuis l'annonce d'Elisabeth Borne de l'utilisation du 49.3 vers cette place symbolique de Paris. Hein. Oui, Mohamed, dès ce matin déjà il y avait des manifestants devant l'Assemblée nationale et ces manifestants ont été repoussés après l'annonce du vote 49.3. De l'autre côté de la scène, ici, place de la Concorde, ils sont plusieurs centaines et les gens arrivent petit à petit là en début de soirée. Je suis avec Marianne et Stéphanie qui sont chercheuses, qui militent aussi à la CGT et depuis le début du mouvement, si j'ai bien compris, vous militez, vous manifestez contre cette réforme des retraites. Comment avez-vous reçu cette annonce cet après-midi que le gouvernement utilisait finalement le 49.3? Étonné que Macron, lui-même, il sait qu'il est illégitime, qu'il n'arrivera pas à faire passer sa loi normalement, donc il dégaine le 49.3. C'est preuve qu'il n'est pas légitime. Il sait que cette réforme, elle est dégueulasse pour les travailleurs, pour la société. Et ici, en parlant avec les manifestants ici, j'ai entendu parler de déni de démocratie, de tromperie. Comment vous pensez? C'est un petit peu dur de discuter. Excusez-moi, on a quelques gaz. Ouais, c'est ça. Je veux dire, les débats, à nouveau, il a sorti un arsenal spécial pour raccourcir la durée des débats à l'Assemblée nationale, pour accélérer le vote au Sénat. Donc oui, c'est pas la démocratie, ça. Et puis il faut qu'il se rappelle que les gens ont voté pour lui, pas pour son programme. Hein, c'est parce qu'il était face au Front National, enfin Rassemblement National. Comment vous voyez la suite du mouvement là? C'est fichu ou le mouvement va continuer? Nous on se dit que non, c'est vraiment cette réforme, elle changerait la société à tel point qu'on ne veut pas se laisser faire et on veut continuer la lutte. Donc pour nous c'est pas perdu. Évidemment on est quand même triste que la loi s'est passée, mais nous on veut continuer à lutter. Voilà, Mohamed, c'est le mot d'ordre, hein, ici place de la Concorde. La lutte contre la réforme des retraites va continuer. Tout à l'heure, quelques dizaines de jeunes ont cherché à rejoindre le Palais Bourbon en vain en criant grève générale. Un autre jeune manifestant me disait la rue peut faire plier le gouvernement et, dit-il, va faire plier le gouvernement sur cette réforme des retraites. Guillaume Villadier et Clément Aline en direct de la Concorde, donc à Paris. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, annonce de nouvelles mobilisations après le 49.3. Elisabeth Pinault, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, observatrice avisée de la vie politique française depuis de nombreuses années. Peut-être avant de voir comment ça s'est joué ces toutes dernières heures, depuis ce matin, entre l'Élysée et Matignon, comment vous qualifiez cette séquence politique? C'est un séisme, c'est un coup de tonnerre politique, un passage en force? Qu'est-ce que vous allez écrire pour Reuters? Ce n'est pas le premier 49.3 de l'histoire. Mais c'est sûr que c'est vraiment une surprise dans la mesure où on attendait vraiment ces derniers jours un vote à l'Assemblée nationale jusqu'au bout. On a cru à un vote jusqu'au bout. On a compté les voix des Républicains hier, avant-hier. Il y a eu 3 réunions ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour essayer de voir si on pouvait passer ce texte, faire passer ce texte. Qu'un vote, ce qui aurait évidemment été beaucoup plus légitime, mais ça n'a pas été possible. Visiblement, c'était trop juste. Et finalement, le gouvernement a tranché et passé en force. Donc évidemment, c'est un outil constitutionnel, le 49.3. Mais évidemment, la contestation n'en est que plus forte. Et les oppositions sont vraiment déchaînées. On l'a entendu dans l'hémicycle tout à l'heure. On n'avait jamais vu ça, un tel brouhaha pendant un discours de la Première ministre. Vraiment, c'est extrêmement rare. Donc, et maintenant, la contestation s'amplifie. De là où je vous parle, je suis donc devant le pont de la Concorde avec des fumées noires et des cris qui apparaissent sur la place de la Concorde, comme l'a dit votre correspondant. Donc en fait, l'histoire n'est pas finie. C'est sûr que c'est une journée à risque, c'était une journée à risque et elle se termine de mauvaise manière. C'est un échec politique pour Elisabeth Borne, ça c'est certain, elle sera à la télévision ce soir. Va dire. Et c'est un échec politique pour le gouvernement qui espérait un compromis, qui cherche un compromis depuis des mois sur ce texte et qui ne l'a pas trouvé. Restez avec nous, Elisabeth Pinault. On vous retrouve tout à l'heure pour voir quelle suite possible. Vous l'avez dit, Elisabeth Borne va prendre la parole ce soir à la télévision. Carré Lyon, je me tourne vers vous. Tout simplement, vous, en tant que chercheur qui observez la vie politique française, comment est-ce que vous qualifiez l'utilisation, le recours au 49.3 par le gouvernement français? Je pense qu'on vient de passer de la crise sociale
à la crise politique. Votre correspondante le disait, c'est un échec pour le gouvernement, pour le président de la République, qui s'était engagé personnellement sur cette réforme, qui conduisait il y a quelques jours les syndicats qui l'interpellaient pour lui demander une rencontre. Et puis qui sont allés symboliquement à pied jusqu'à l'Assemblée nationale, l'intersyndicale. Ils ont tous pris la parole un par un. Ouais. Et qui a Emmanuel Macron, qui après a pesé personnellement en imposant ce recours au 49.3. Je pense que là, il y a un discrédit qui se renforce pour le président de la République. Mais c'est un déni de démocratie? Bah oui, indéniablement. Enfin, ça a été dit déjà, entre la procédure accélérée d'abord, ensuite le vote bloqué au Sénat, maintenant le 49.3. Je pense qu'on est vraiment dans une séquence, oui, de crise politique. Et il me semble que c'est un acte 2 de la mobilisation qui s'ouvre maintenant. Et les réactions s'enchaînent. Pour Éric Ciotti, le numéro 1 des Républicains, le recours au 49.3 est un échec. Il affirme que les LR, par ailleurs, ne voteront aucune motion de censure pour, dit-il, ne pas ajouter du chaos au chaos. Ça, c'est pour la décision collégiale. Mais certains députés LR se disent prêts à voter certaines motions de censure. On va écouter maintenant Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Je trouve important, significatif, emblématique qu'il ait fallu cet article, sans que cet article 49.3 pour la 100e fois, pour passer par-delà la volonté du peuple. Et bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Voilà. Emmanuel Macron a invoqué des risques financiers trop grands pour justifier le 49.3. Elisabeth Penaud, disons-le clairement, ce n'est pas Elisabeth Borne qui est allée au charbon, qui a pris cette décision. Elle a été reçue par le président de la République française quelques minutes avant. Pourquoi a-t-il pris, selon vous, cette décision? Il n'y avait visiblement pas de majorité pour voter à l'Assemblée nationale ce texte. Mais qu'est-ce que donc ces risques financiers trop grands qu'évoque le président français? Je pense que c'est la justification de cette réforme depuis le départ, faire des économies. Je pense que Emmanuel Macron voulait expliquer qu'il faut que cette réforme passe absolument. Et donc, il ne pouvait pas prendre le risque d'un rejet. Et donc, ça se jouait à la voix près. Il est certain qu'Elisabeth Borne voulait les votes. Et elle a pris son téléphone toute la journée, depuis des jours, pour essayer. Mais Emmanuel Macron, sa justification depuis le départ, c'est ne pas laisser des dettes à nos enfants, ne pas sauver ce système de retraite par répartition. Et donc c'est l'argument qu'il a invoqué avant l'argument politique. Mais il se trouve que là, ce n'est pas une crise financière, c'est une crise politique qui se produit. Et le mot qui revient souvent, c'est le mot échec. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de plusieurs responsables politiques et d'ailleurs aussi de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement, la dirigeante du Rassemblement national. Écoutez. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Voilà, le président du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella. On a reconnu Marine Le Pen, bien sûr, candidate à la présidentielle dernière. Justement, cette séquence qui s'ouvre, vous l'avez dit, elle va s'ouvrir dans la rue. Essentiellement, Emmanuel Macron a évité le risque parlementaire du vote. Il n'y est pas allé, Elisabeth Borne non plus. Le risque, il est désormais dans la rue. Oui, on passe du risque d'un rejet de la réforme par les parlementaires à un rejet encore plus fort de la personne du président de la République et de son gouvernement. Je pense que maintenant, l'intersyndicale va se réunir ce soir pour évoquer les suites à donner à la mobilisation. Mais c'est certain qu'on pouvait penser qu'un vote allait risquer de diviser le front syndical. Aujourd'hui, avec ce passage en force et le 49.3, ça donne beaucoup plus d'arguments aux partisans d'une poursuite de la mobilisation. Et pour le mouvement syndical, une obligation va être sans doute de franchir un palier supplémentaire. Elisabeth Penaud, comment ça s'est joué dans les toutes dernières minutes? Vous qui avez beaucoup de contacts, on imagine, à l'Élysée notamment, comment ça s'est joué? La décision était-elle prise hier soir? Emmanuel Macron a fait planer la menace d'une dissolution à un mot à peine dissimulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président pour prendre, disons-le quand même clairement, ce pari très risqué du 49.3?
Je crois que ça s'est beaucoup joué avec les Républicains qui ont été réunis encore hier soir. Certains indécis ont dit qu'ils pourraient voter pour, mais rien n'était sûr. Jusqu'au bout, il manquait même quelques voix dans la majorité. Et je crois qu'il y avait vraiment trop de risques que ce texte soit rejeté. Et on le voit maintenant avec ces différentes motions de censure qui s'organisent. Il y a quand même une opposition qui est de plus en plus forte contre le gouvernement, qui vient d'un peu partout, qui vient de l'opposition traditionnelle, mais il y a quand même des doutes, y compris dans la majorité. Et chez les Républicains, évidemment, il y avait ce malaise de voter un texte, évidemment une réforme des retraites que les Républicains ont toujours voulu, mais qu'ils devaient voter avec le gouvernement, ce qui a toujours créé un malaise. Et voilà, donc et le gouvernement n'a qu'une majorité relative. Depuis le début de ce quinquennat, c'est difficile. Se cristallise. Jusqu'à présent, le gouvernement avait fait entre les obstacles pour faire passer différents textes, mais vraiment cette réforme des retraites. Et il y a eu également des maladresses de communication de sa part. Un déficit d'explication, ça c'est certain, de justification de cette réforme, si bien que toutes ces maladresses accumulées, ajoutées à une majorité très relative, ont aujourd'hui. Restez avec nous, Elisabeth Pinault. J'aurai une question tout à l'heure pour vous, avec un nom qu'on voit apparaître dans cette Assemblée nationale, Liot, L-I-O-T. C'est le groupe minoritaire, mais qui va jouer un rôle politique clé ces prochains jours sans doute. D'abord, je vais me tourner vers vous. On va parler de ces motions, mais on va écouter Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français. On vous fait réagir juste après. La Première ministre, en annonçant le 49-3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. Le gouvernement français peut-il tomber sous le coup d'une motion de censure? Il y en aura 3, l'une du Rassemblement national, que par principe, la NUPES et notamment la France Insoumise ne votent jamais. Le RN, lui, peut voter celle, et l'a déjà fait, celle émanant d'une NUPES. Et puis il y a ce groupe Liot minoritaire qui défend les territoires. Il y a notamment des élus ultramarins. Est-ce que ce groupe transpartisan, entre guillemets, peut faire chuter le gouvernement? En tout cas, vu la teneur de la déclaration annonçant le dépôt de la motion de censure, ils ont l'air assez convaincus de. Il faudrait 30. On dit qu'il faudrait 30 députés dissidents LR, voilà, même pour la voter. Dire. Effectivement, tant qu'un apport des Républicains ne sera pas constatable, il y a encore des chances pour que le gouvernement se maintienne. Mais comment se maintenir avec si peu de légitimité, en fait? Vous voulez dire comment continuer à gouverner? Ouais. Mais qu'est-ce qui a été frontal selon vous? Tout à l'heure, j'entendais un dirigeant syndicaliste avant le vote des députés. Il leur demandait de ne pas voter, bien sûr, mais il disait aussi, attention, la démocratie parlementaire ne s'oppose pas à la démocratie sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une rupture justement entre la démocratie représentative et la démocratie sociale qui s'exprimait pacifiquement dans les rues depuis maintenant tout de même 8 semaines? Oui, je pense que cette journée signe un peu l'acte de décès de la démocratie sociale, malheureusement. Il y a Laurent Berger sur Twitter qui faisait passer ce message. Il écrivait: ce sont les travailleurs qu'il faut écouter quand on prétend agir sur leur travail. Et les travailleurs ont essayé de se faire entendre quand même depuis 2 mois, avec des mobilisations extrêmement massives, un front syndical qui était sans faille, totalement uni, des mobilisations, vous l'avez dit, qui s'étaient faites de manière relativement pacifique. Donc cette surdité du pouvoir est vraiment surprenante et elle peut appeler qu'à des dérapages, malheureusement. Elisabeth Pinault, la motion de censure qui devrait être déposée notamment par ce groupe Liot, peut-elle faire tomber le gouvernement? Vous l'avez dit, c'est pas la première fois que le 49.3 est utilisé, c'est pas la première fois non plus qu'il y a une motion de censure. Cette fois-ci, c'est un risque sérieux pour le gouvernement? C'est quand même assez improbable dans la mesure où il faut un très grand nombre de députés républicains, une trentaine, pour que cette motion soit votée. Le groupe Liot, est composé de plusieurs sensibilités. Il y a des ultramarins, il y a des Corses, il y a aussi des centristes comme le député Charles de Courson qui va sans doute mener cette bataille à la première place. Ils ne sont que 20 et il faut 58 signatures pour pouvoir déposer cette motion de censure. Donc il va y avoir d'autres
députés d'autres groupes, sans doute pas de la France Insoumise, parce que là, les Républicains ont dit qu'ils ne voteraient pas une motion dans laquelle serait incluse la France Insoumise. Donc il va peut-être y avoir des écologistes, des socialistes, peut-être des députés d'autres sensibilités qui vont déposer cette motion demain après-midi et qui sera ensuite discutée après 48 heures, c'est-à-dire à partir de dimanche soir. On va voir ce qu'il se passe, mais c'est probable dans la mesure où il faut une vingtaine, je crois 30 députés les Républicains pour arriver au bout de tractation. Et comme on sait que le groupe républicain, le parti républicain est très divisé, et encore plus après l'épisode d'aujourd'hui, il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu. Et là, voilà, tout cela ne fait que commencer. Merci beaucoup Elisabeth Pinault, journaliste à Reuters en direct de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup également à vous d'avoir été avec nous hier à Lyon. Je rappelle que vous êtes sociologue et chercheur à l'université Paris-Nanterre. Merci à vous. Merci à vous.